Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints ce midi pour le deuxième jour de Frugagi France. Sur le principe, alors est-ce que tout le monde me voit? On a le son et la vidéo, magnifique. Donc c'est déjà une grosse amélioration par rapport à hier. Euh, donc là, avant de passer la main à notre orateur, donc je vous rappelle que vous avez un petit onglet tout à fait à gauche, à droite, pardon, qui s'appelle Q&A pour Question and Answer. N'hésitez pas à aller dessus dans le cours de la conférence et d'y poser toutes les questions qui vous viennent, de façon à ce que l'orateur puisse les prendre soit à la fin, soit en cours, comme il le souhaitera. Mais en tout cas, voilà, c'est plus simple si c'est centralisé au même endroit. Voilà, donc du coup, sans plus attendre, je passe la main à Philippe, si tu veux bien monter sur scène maintenant. Me voilà. Et bien moi, je m'en vais. Super. Il y a aussi Maxime qui vient aussi m'aider à collecter toutes les questions et réponses. Alors bonjour à tous. Comme l'a dit Philippe, je vais collecter les questions-réponses. Alors n'hésitez pas à, comme l'a dit Fabrice il y a quelques secondes, à utiliser la section Q&A. C'est essentiellement là-dedans que je regarderai pour les questions-réponses, et vous pourrez utiliser le chat pour interagir entre vous. Mais voilà, s'il vous plaît, utilisez bien le Q&A pour les questions et réponses. Et du coup, on fera des pauses régulièrement pendant la présentation pour répondre à ces questions. Merci. Bon, voilà, je vois qu'il y a beaucoup de gens que je ne connais pas, donc du coup, ça tombe bien. J'ai préparé une petite présentation de qui je suis. Donc, mon nom, c'est Philippe Bourgeon. J'étudie depuis quelques années maintenant tout ce qui est sur le thème du leadership, et je l'étudie, je dirais, en profondeur, puisque je l'étudie sur moi-même aussi. Et je me considère à l'heure actuelle, avec toute la modestie qu'il faut avoir, un leader agile, avec un grand L, parce que ma mission, elle est justement d'aider les gens je veux dire, à prendre du leadership dans le domaine de l'agilité. Et donc, c'est un travail que je fais aussi également, donc, comme je disais, sur moi-même. Et c'est pour ça que je me présente aussi comme un leader évolutif, dans le sens où je suis moi-même, en termes de leadership, en plein parcours. Voilà. Donc, je ne suis pas arrivé à l'aboutissement ultime, voilà, et je suis moi-même sur le chemin. Donc, c'est pour ça que je peux aussi aider les autres à faire ce chemin, notamment quand il s'agit d'agilité. Je suis coach d'entreprise et formateur chez SOAT. Philippe, on va tenter ce que je t'expliquais tout à l'heure, le reboot, parce qu'il y a certaines personnes qui sont arrivées un petit peu après le début, et qui n'ont pas pu raccrocher les wagons. Donc du coup, je vais éteindre la présentation et la relancer immédiatement pour essayer de les raccrocher. Ok. Donc, voilà. Les petits boutons, le temps de remettre les choses en place. Donc, il y a des personnes qui n'étaient pas encore arrivées, qui n'ont peut-être pas entendu. Voilà, c'était ma petite présentation. Philippe Bourgeon, voilà, je suis un coach et formateur chez SWAT, et j'étudie les leadership depuis quelques années, et je suis moi-même dans un mode d'apprentissage sur le leadership, et j'aide les autres personnes à monter, notamment par rapport à l'agilité, en leadership, c'est-à-dire en prise, non pas en participant, mais aussi en influençant les autres et en aidant les autres à monter sur ce domaine qui est l'agilité. Voilà, petite présentation de qui je suis. Alors, je vous ai proposé, invité aussi à ce thème, le leadership d'invitation. Et donc, je vous remercie d'avoir répondu positivement et pour venir découvrir le leadership d'invitation. J'ai prévu un déroulé en 3 parties. Voilà, certains, j'imagine que vous avez reconnu l'influence ici de Simon Sinek. Je me suis efforcé pour cette première conf, en tout cas, de garder un cap bien clair sur cette approche, pour m'aider à vous aider, enfin pour vous aider à rentrer dans ce sujet pleinement.
Si jamais il y a quand même des personnes qui sont néanmoins perdues, parce qu'il y a plusieurs, je dirais qu'il y a plusieurs, tout le monde est différent, c'est vrai, et il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui aiment bien rentrer dans les détails d'abord pour ensuite comprendre l'aspect général, et puis il y a l'inverse, il y a ceux qui préfèrent l'aspect général avant de rentrer dans les détails. Donc faites-nous signe. Donc j'avais pensé à la petite main virtuelle que je ne vais pas forcément regarder spécialement, mais en tout cas dans les Q&A, tout ça, Maxime va m'assister là-dessus pour capter ceux qui sont perdus et pouvoir aider. Et comme disait Maxime, on fera un point d'étape à la fin du pourquoi et un autre à la fin du comment et un autre à la fin du quoi. Dans chacune de ces parties, le thème, c'est dans le pourquoi, c'est cultiver. On va voir ce que c'est, qu'est-ce qu'on cultive. Le deuxième, c'est une invitation à faire 2 exercices. Donc là, on va revenir sur des mots de table pendant quelques temps pour que vous ayez le temps de discuter. Et à la fin, je vais vous proposer d'amplifier ce thème du leadership pour vos organisations, les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Hop, voilà. Alors, le pourquoi. Sur le pourquoi, il y a 2 thèmes principaux qui sont évoqués dans le livre sur lequel je tire ces références, c'est-à-dire Inviting Leadership de Daniel Mesic et Mark Sheffield. Voilà. Bon, c'est un livre conséquent, agréable à lire quand même, avec beaucoup d'informations très intéressantes. Je ne vais pas pouvoir résumer tout le livre, mais en tout cas, par rapport au pourquoi du leadership d'invitation, moi, j'ai noté 2 choses importantes pour moi. C'est l'engagement, et le deuxième, c'est le développement des leaders. Voilà. Alors, on va voir Gallup. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'expliquerai un tout petit peu ce que c'est. On va voir un élément qui s'appelle le Result Stack. C'est un extrait du livre, directement. On va voir la notion de Big L, j'en ai parlé un petit peu, c'est-à-dire des leaders avec un grand L, dont l'exemple est le leader organisationnel. Et puis, on voit juste après la différence entre une structure formelle et informelle et en quoi ça peut être intéressant. Alors, Gallup, c'est une entreprise américaine internationalement reconnue qui a été fondée en 1958, donc ça date par George Gallup, et qui étudie en fait par sondage l'évolution du management, des ressources humaines, l'engagement des employés. Et cette image, alors je ne suis pas arrivé à retrouver exactement la référence, je pense qu'il est tiré du livre Entreprise libérée, la BD que j'ai, mais que j'ai égaré ces jours-ci. Donc je peux pas vous la montrer. En tout cas, ce qui est inspiré peut-être par ce livre. Ce que l'on peut voir ici, et c'est ça qui est dramatique, et ça n'a pas beaucoup évolué ces dernières années, c'est que l'engagement des employés n'a pas est vraiment, le nombre de personnes qui sont activement engagées est très faible. Donc sur ce bateau, il n'y en a qu'un qui rame vraiment, et il y en a même 2 qui rament à contre-courant. C'est ce que voilà. Et le reste du groupe du centre, si vous voyez aussi ma carte, je l'ai en physique. Le reste du bateau, en fait, se retrouve gentiment en train de vivre sa vie tranquille. Ça, c'est effectivement un gros problème dans toutes les entreprises. Et c'est pour laquelle ce problème est adressé notamment par le leadership d'invitation. Voilà. Maintenant, cet engagement n'est pas une fin en soi. Pourquoi cet engagement qui est intéressant est aussi très important et dans quoi il s'inscrit. Donc là, vous avez effectivement cette carte que je vous présente et que j'ai aussi en physique et qui est un empilement en fait. Donc au milieu, vous avez l'engagement des employés et il y a comment faire l'engagement des employés. L'hypothèse prise par ce livre, c'est que les employés sont mieux engagés si on leur donne la possibilité de prendre des décisions. Voilà. Pour certaines personnes, ça a l'air ça va dans le sens, mais je veux dire pour d'autres, ce n'est pas forcément si évident que ça. Et la meilleure manière de permettre aux gens de prendre des décisions, c'est d'utiliser le mode d'invitation. Donc ça, c'est tiré du livre la page 139 du livre de Inviting Leadership. Et voilà, donc c'est l'hypothèse prise par Daniel Mesic, qui est que pour l'engagement des employés, il n'y a rien de mieux que leur donner un pouvoir de décision, et il n'y a rien de mieux
que leur offrir la possibilité de répondre positivement ou négativement à des invitations. Une invitation, ce n'est pas, c'est-à-dire qu'on attend une réponse, on ne sait pas laquelle il va y avoir, elle peut être oui, peut-être ou non, et celui qui invite doit accepter la réponse. On verra ça un peu plus tard, juste après. À partir du moment où on a un engagement des employés, on peut remonter dans cette stack et on peut avoir ce qu'on appelle des équipes auto-organisées, self-managed, auto-managées. C'est un élément essentiel pour permettre d'avoir une capacité au niveau d'une organisation de sentir et de répondre aux changements. Voilà. Vous avez sûrement entendu parler de VUCA. Ceux qui ne connaissent pas, je vous inviterai à aller voir un petit peu ce que c'est. C'est un modèle tiré de l'armée américaine sur la complexité du monde de plus croissante. D'accord. On n'y croit pas. Ça, c'est un autre débat. VUCA, VUCA. Au milieu, il y a C. C'est un modèle sur la complexité. Le C au milieu, certains aiment bien dire que c'est un changement accéléré. Donc voilà, il y a de la volatilité, de l'incertitude, un changement accéléré et de l'ambiguïté. Et la meilleure manière de pouvoir s'adapter à un changement qui s'accélère, c'est de pouvoir sentir et répondre à ce changement. Et si on est dans un monde VUCA, ça veut dire que sentir et répondre au changement, c'est une manière essentielle pour obtenir des résultats plus importants, plus grands, avec un impact dans le monde nettement supérieur. C'est-à-dire, c'est une possibilité de capter des opportunités dans un environnement de plus en plus complexe. Voilà. Donc ça, c'est je dirais pour moi, en quoi, voilà, cette result stack explique en quoi les invitations amènent potentiellement, selon cette hypothèse, à des résultats et des impacts plus élevés. Un autre élément très important dans ce pourquoi, c'est le développement de leaders. Donc, comme je vous disais, il y a ce que j'appelle la notion de Big L, c'est-à-dire des gens dont le rôle est de créer l'environnement qui va permettre aux leaders, à plein de leaders à tout niveau de l'entreprise, à éclore. Donc, j'aime bien cette image de Michael Saota que vous avez sur les slides et sur cette carte, c'est que finalement, cette plante, on ne peut pas la faire pousser en lui tirant dessus, en fait. Hein. La seule manière pour qu'une plante puisse pousser et croître, c'est d'avoir un environnement favorable. Voilà. Donc, là aussi, l'hypothèse, c'est que il faut créer un environnement qui va permettre aux leaders de se développer. Et c'est le rôle du Big L de s'en occuper. Donc, des exemples de Big L, c'est ce que j'ai mis en dessous, le leader organisationnel. Alors, un leader organisationnel, c'est, par exemple, un CTO, c'est un leader technologique. Un CFO, bon, moi je suis très sur le côté british, anglais, anglophone des noms, c'est un leader pour la finance, voilà, etc., etc. Donc ça, ce sont des leaders organisationnels. Voilà. Donc ces leaders, ils font partie de ce que je mets juste en dessous, de la structure formelle d'une organisation. Ils sont essentiels. Il ne faut pas penser qu'une entreprise peut tourner sans structure. Elle a besoin d'une structure. Après, c'est un autre débat. Il y a des entreprises qui sont allées sur des moyens beaucoup plus avancés. Mais si on prend le cas de la majorité des entreprises, on a des structures hiérarchiques qui existent. Ces structures hiérarchiques permettent d'avoir un cadre, permettent d'avoir quelque chose de rassurant et aussi de permettre aux personnes de pouvoir prendre justement ce leadership et de pouvoir avancer favorablement. Donc, si on considère qu'on a cette structure formelle, il faut savoir que dans toute entreprise, il y a aussi des structures informelles. Vous avez des relations avec différentes personnes, au café et tout ça, etc. Et ça, ce n'est pas lié à votre structure hiérarchique ou l'organisation de votre entreprise. Vous allez manger à la cantine, vous allez rencontrer des personnes, vous allez voir d'autres personnes avec qui vous avez travaillé précédemment ou été en contact. Ce sont ces structures informelles. L'idée, c'est de tirer parti de ces structures informelles. Ces structures informelles sont capables de permettre une grande capacité à s'adapter. Elles sont pourquoi? Parce que si on se lance sur un projet, par exemple, de blockchain, par exemple,
un truc au hasard, eh bien, si on invite les gens à travailler sur un sujet de blockchain et qu'on crée l'environnement, il est de bon ton de savoir qu'on a des gens techniques qui vont avoir un leadership technique, d'autres qui vont avoir des idées sur l'usage des blockchains par rapport à un besoin métier. Et c'est aussi intéressant de savoir que quand quelqu'un a fait, je dirais n'a plus d'idée, eh bien, il peut passer la main à un autre qui émerge à ce moment-là par rapport à telle problématique, tel souci. Imaginons que ce sujet de blockchain amène à des besoins de travailler sur de la sécurité, par exemple des intrusions, un truc comme ça. Quelqu'un qui, par exemple, connaît toute la sécurité va pouvoir rentrer et prendre le lead d'une partie du développement du produit qu'on est en train de faire. Donc, l'avantage d'une structure informelle, c'est cette puissance de pouvoir évoluer sans cesse et de pouvoir s'adapter constamment sans avoir une personne qui a été nommée et qui est là et qui finalement devient un point de blocage organisationnel pour l'ensemble. Donc, voilà le pourquoi. Maxime, est-ce que tu as récolté des questions à ce niveau-là? Jusque-là, une question de la part de Régis qui demandait si les supports allaient être disponibles et si oui, sous quelle forme. Voilà. Donc, je les enverrai, ça c'est sûr, les supports. Sous quelle forme? Je n'ai pas encore réfléchi la forme. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de moyens pour le faire. Le moyen le plus simple pour moi, c'est de faire des PDF et de les transmettre ensuite aux organisateurs de Frugal France. Très bien. Voilà. Et une autre question donc à propos du Big L dont tu viens de parler. Oui. Est-ce que ce leader organisationnel est forcément le leader hiérarchique, par exemple? Alors, hiérarchique, je dirais que le Big L, c'est quelqu'un qui a des moyens à disposition pour pouvoir créer l'environnement nécessaire. Si je prends un exemple peut-être qui va parler à beaucoup de personnes, si on prend une grande cérémonie agile avec toutes les passages qu'on peut prendre qui s'appelle le PI Planning, c'est évident que pour arriver à organiser cet événement, ça ne va pas se faire simplement par la volonté par exemple, de personnes. Il faudra aussi que cette personne-là ait les moyens de le faire. Donc, ça veut dire que c'est une combinaison entre à la fois un mindset de leader et aussi des moyens. Donc, le Big L, c'est quelqu'un qui voilà. Maintenant, j'ai posé la question sur cette notion-là et je me suis dit, est-ce qu'un coach peut être un Big L? Et c'est pour ça que je me dis que je suis un leader agile et avec un grand L parce que dans cette définition, même si le coach n'a pas de moyens, les moyens qu'il a, en fait, c'est son temps qu'il donne à disposition et il aide les autres à grandir. Donc, je dirais que la définition du Big L, pour être clair, c'est quelqu'un qui aide les autres à éclore, à monter en compétences. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément que le côté hiérarchique ou le côté budgétaire. Voilà, je réfléchis en live en même temps, mais c'est ça, je pense, la bonne réponse sur le Big L. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Philippe. Il n'y a pas d'autres questions, donc tu peux continuer. Très bien. Donc, on va passer sur le comment. Le comment, je l'ai prévu sous forme d'exercice de 10 minutes. Sur ces exercices, j'ai prévu deux petits exercices là-dessus et on reviendra sur des tables. Et donc, Fabrice, dès que j'ai expliqué ce que c'est que l'exercice numéro 1, on basculera sur des tables pendant 10 minutes et après, je débrieferai un petit peu et ensuite, on fera un deuxième exercice. Le but de faire ça, c'est de sentir ce que sont les invitations. Donc, le premier exercice, comme vous voyez, c'est travailler sur le processus mental, tandis que le deuxième, ça sera de comparer deux situations. Dans le premier exercice, j'ai mis une image tirée du livre. C'est pas ça que je vais vous partager. Je vais vous partager quelque chose de peut-être un peu plus simple, j'espère. Je l'ai simplifié. Et le deuxième, c'est une image assez classique, Henrik Knieberg de Spotify Culture, Engineering Culture, sur lequel on a les deux côtés. Mais ça, je vais l'expliquer dans quelques minutes au fur et à mesure. Voilà. Donc, voici le premier exercice que je vais vous proposer de discuter par table.
Je vous laisse vous organiser comme vous voulez, vous allez dans les tables que vous voulez, vous discutez comme vous voulez, vous mettez un tableau blanc comme vous le souhaitez. Le but, c'est de partager. Et éventuellement, si vous avez des idées intéressantes, vous pouvez les partager dans le Q&A. Voilà. Et si quelqu'un veut s'exprimer, il pourra même monter sur scène pour s'exprimer. C'est tout à fait possible. Il faudra se lever sa main, se signaler d'une manière ou d'une autre. Donc voilà l'invitation que je vous propose. Vous travaillez dans une entreprise, imaginons que vous êtes dans une banque par exemple, et votre département de crédit vous invite à la présentation de leur dernier produit en matière d'innovation à base de blockchain. Attention, les places sont limitées. Cette présentation aura lieu pendant la pause de déjeuner le lundi 6 juillet prochain, donc dans une semaine, au Hub, bâtiment 2, deuxième étage. Réservez vos places dès maintenant en répondant à ce mail. L'exercice n'est pas de critiquer franchement l'invitation. Là, j'ai essayé de la libeller de la manière la plus invitation-like possible, c'est-à-dire qu'il y a tous les éléments d'information. On vous signale qu'il y a une deadline, on vous dit quand est-ce qu'il faut répondre pour pouvoir réserver vos salles, et on vous indique qu'il y a une potentialité qu'il n'y ait pas suffisamment de place. Voilà. L'idée là-dessus, c'est que vous réfléchissez ce qui se passe dans votre tête quand vous recevez cette invitation. Quelles sont vos questions, comment vous allez prendre la décision de venir ou pas à cette présentation. Parce que en fait, des fois, on s'en rend pas compte, c'est tout à fait naturel, c'est très automatique. Donc voilà, c'est faire cette introspection déjà au sein de vous-même, et ensuite partager cela en table, et ensuite je collecterai quelques éléments et moi je ferai un débrief juste après. Donc Fabrice, si tu es là, est-ce qu'on peut basculer par table afin que les personnes puissent… Je suis là et je vais passer en mode présentation, en mode table, pardon, jusqu'à 13h04 où je repasserai en mode présentation. Merci. Le temps que je remette les différents éléments. Bien. Alors, je viens de voir un screenshot de Nicolas. Donc, alors, comment j'ai prévu ça? Soit je lis ce qui est écrit dans le leader, voilà, soit Nicolas va directement peut monter sur scène, c'est aussi une possibilité. Question, est-ce que tel ou tel collègue, il va aussi, voilà, c'est ça, m'adresser des infos, est-ce que le lieu de la réunion est proche de mon poste de travail? Très intéressant. Ressent une question, place limitée, pause déjeuner, on doit répondre immédiatement, formulation, ça c'est le ressenti, très bien, ça fait très formel, oui, oui. Pas beaucoup d'informations. Est-ce que le sujet me concerne? Est-ce que je vais être disponible? Insuffisance d'informations me donne. Alors oui, bon voilà. Ce que je vois, c'est très intéressant. Il y a un autre partage de Rémi. Obligation d'y aller ou non? Si j'y vais pas, quelles pourront être les conséquences? Merci. Pendant la pause déjeuner, est-ce que les petits fours sont prévus, etc., etc. Alors j'avoue que je ne suis peut-être pas le meilleur pour ce genre d'exercice en termes d'organisation et d'invitation. En tout cas, c'est exact. L'idée, c'est se poser ce genre de questions. Voilà, c'est exactement ce que l'on attend. Donc, Daniel, lui, Daniel Mézic, il a fait un super machin chose de description d'un processus mental bien alambiqué, hein, vraiment intéressant, que vous pouvez retrouver. J'ai quelqu'un qui essaie de m'appeler, évidemment. Voilà. Que vous pourrez retrouver dans le livre. Voilà. De mon côté, j'ai essayé de synthétiser de la manière suivante ce qui peut se passer à ma façon. Voilà. Et donc, l'idée là, c'est que sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que celui qui invite, il se passe un peu de temps, on va dire, entre le moment où la personne invite, hop là, et le moment où il reçoit la réponse. Voilà. Et donc, tiens, c'est marrant, je suis plus en mode inversé. C'est curieux. En tout cas, voilà.
C'est bizarre. Il se passe, comme vous pouvez voir plus facilement sur les slides que sur ma main qui tremble et qui change à cause de l'inversion, il y a des questions qui se posent. Voilà. Qui c'est qui viendra? Qui c'est qui viendra pas? Que vais-je rater si je viens pas? Voilà. Que vais-je apprendre? Voilà. Puis-je refuser? Oui. Est-ce que mon chef sera présent? Voilà, etc., etc. Donc, ce sont des éléments de voilà. Je suis dans le bon sens cette fois-ci, non, je sais pas. Bon, peu importe. Ce sont des éléments, des bonnes questions qui vont se poser, et c'est exactement ce qui se passe dans la tête des gens. Et ça, Daniel Mézic a essayé de le faire, de le schématiser. Et pourquoi il le schématise? Justement pour qu'on apprenne à mieux écrire ces invitations, pour qu'on puisse répondre à ce genre de questions, parce que ça peut bloquer. Effectivement, si j'ai pas la réponse sur les petits fours, par exemple, et que voilà, ça peut être important puisque c'est la pause déjeuner. Donc du coup, les gens vont se dire, ben si j'ai rien à manger, comment je fais, que je vais organiser? J'ai une réunion qui commence là, j'ai une réunion qui finit ici, enfin qui va commencer entre ces deux-là. Je vais avoir pas beaucoup de temps pour pouvoir manger s'il n'y a pas de petit four. Voilà, comment je vais faire? C'est tout bête. Et ça peut être un point de blocage. Voilà. Alors. Nous sommes 13h09. Je voulais faire un autre exercice, mais j'ai un peu peur que je déborde un peu, et du coup, pour m'assurer que ça se passe bien et pour éviter que on switch entre les deux, l'exercice était le suivant, c'était pour comparer deux situations. Avec cette image bien connue de Spotify Engineering Culture, partagée dans la vidéo de Henrik Knieberg. C'est deux situations où en fait on a un boss qui a une intention bien claire, une vision, on va dire, comme on pourrait dire, qui est de traverser la rivière. Et il y a deux attitudes. L'attitude en rouge qui dit voilà, il faut construire un pont. Et la deuxième, l'attitude en vert, qui est je vous laisse voir comment faire pour traverser ce pont. Donc, c'est vraiment deux situations vraiment différentes qu'on rencontre très facilement dans beaucoup d'organisations, beaucoup d'entreprises. Et ça a un lien avec l'invitation parce que dans la partie verte, je vois des messages qui arrivent, je sais pas. Dans la partie verte, il y a ce que je dirais l'invitation en elle-même qui est donnée, dans le sens où voilà, la stratégie de l'entreprise ou la vision de l'entreprise, c'est de traverser la rivière. Maintenant, ce qui est important là maintenant, c'est de pouvoir, c'est de savoir comment on va faire, et c'est là que la réponse va se donner, et c'est là où les gens vont prendre des décisions. Vous vous rappelez, pour l'histoire de l'engagement et le développement des leaders, qui puissent se mettre en avant et dire moi j'ai cette idée, et ensuite commencer à y travailler là-dessus, c'est vraiment essentiel. Et c'est une situation de win-win. Voilà. Dans l'autre cas, dans le cas de l'imposition, où on a une délégation, c'est une délégation qui arrive malheureusement trop souvent dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on vous délègue quelque chose et vous n'avez pas l'autorité de dire non. Donc là, forcément, l'engagement, il n'est pas là. Il y a des résultats qui sont assez moyens, et on peut arriver même dans des situations de conflit, de rancœur. Voilà. Donc c'est là aussi où on voit la distinction en termes déjà sur le terrain de la délégation, ce que l'invitation apporte par rapport à l'autre. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le cas où quelqu'un répond négativement à une invitation, à une délégation de type invitation, eh bien, on gagne une information essentielle. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'engager sur quelque chose alors que cette personne-là ne sait pas comment faire. Voilà. Ce qui m'amène sur la partie du quoi, et j'aimerais savoir s'il y a des questions, et puis aussi si vous me voyez bien, parce que j'ai un peu le display. Alors, rassure-toi Philippe, on te voit très bien. Ouais. On voit les cartes dans le bon sens, donc tu peux les montrer à la caméra sans problème. Merci. Et à part ça, il n'y avait pas de questions sur les Q&A. Donc, écoute, si tu le souhaites, tu peux continuer.
Très bien. Surtout qu'on va arriver sur la partie qui est l'amplification du sujet sur le quoi. Donc, j'ai fait, pour moi, j'ai fait cette présentation plusieurs fois dans le passé où je reliais ça avec des choses très pratico-pratiques comme par exemple Scrum et les rôles et le guide Scrum, etc., etc. Cette fois-ci, j'ai voulu l'orienter sur autre chose, c'est-à-dire sur tout ce qui est activité de brainstorming, hein, même si les Liberating Structure ne sont pas très fans du terme brainstorming, mais en tout cas les activités justement où les gens vont travailler ensemble pour élaborer des solutions. Donc, c'est là où le quoi intervient. C'est pour ça que je parle de crafting invitation, c'est comment on écrit des invitations. Je fais référence effectivement aux Liberating Structure et je fais référence à quelque chose qui pour moi est essentiel et qui pourrait devenir une 5e valeur du manifeste agile, c'est Scale Engagement over Scale Process and Tools. Honnêtement, pour moi, on fait souvent l'inverse, malheureusement, trop souvent l'inverse. On scale l'agilité avant que les gens aient vraiment cette compétence de travail en commun que justement les Liberating Structure et le leadership d'invitation proposent. Petit dessin que j'ai tiré du livre aussi de mon ami Daniel, voilà, je ne sais plus quelle page c'était, mais aussi dans le livre, une petite référence sur quelque chose de très important. Vous vous rappelez que je vous disais que les leaders, avec un grand L, doivent créer l'environnement. Alors cet environnement, de manière très classique, pendant très longtemps, ça a été temps et budget. Hein, enfin, voilà, c'est-à-dire l'enveloppe budgétaire et le temps qu'on a. Et c'est tout. D'accord ? Là, quand je parle d'invitation, d'environnement, je parle de beaucoup plus de choses. Et de nos jours, ça devient, c'est très changeant, très mouvant. Il y a 6 mois, par exemple, avoir des grandes salles pour faire un PI planning, c'était essentiel. Maintenant, avoir une visioconf qui marche bien devient un peu plus important. Voilà. Ça, c'est aussi une question de savoir est-ce qu'on a tel ou tel expert, est-ce qu'on a telle ou telle compétence dans la, voilà. Donc c'est vraiment créer tout cela. Et à la fois, il faut aussi cadrer. On peut pas tout faire, c'est-à-dire que on doit délimiter à la fois financièrement sur l'enveloppe allouée, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cet aspect-là. Il y a aussi il peut y avoir sur certains sujets des impacts sur d'autres parties de l'entreprise et tout ça. Donc, il faut savoir aussi délimiter ce que ça. Si on lance, je sais pas, un site e-commerce, ce site e-commerce, par exemple, par rapport aux ventes en ligne faites par des gens avec des téléopérateurs, ça peut avoir un impact. Donc, il faut savoir délimiter pour justement protéger chaque activité le temps que je sais pas, que le marché s'oriente plus sur la vente en e-commerce plus que la vente en ligne, par exemple. Voilà. Donc, il y a 3. Donc, cet élément qui s'appelle the boundary management est une compétence essentielle et qui fait partie du crafting de l'invitation. Savoir créer cet environnement, ces contraintes autour, ça fait partie aussi de la partie invitation. C'est pas seulement la phrase que l'on va dicter, c'est aussi ça. C'est-à-dire que si on n'a pas suffisamment de place ou si on a trop de liberté, ça mène à des problèmes, quoi qu'il arrive. Donc, il faut arriver à trouver le bon environnement avec suffisamment de capacité à prendre des décisions, des libertés calmes et pour favoriser tout ce qui est liberté, calme et créativité, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Voilà. Alors évidemment, nous sommes d'accord que c'est un élément qui est essentiel si on est d'accord qu'on est dans un monde VUCA. Si les gens ne sont pas d'accord qu'ils sont dans le monde VUCA, c'est très difficile à vendre. Donc c'est un autre sujet. Comment les amener à comprendre que le monde est plutôt dans ce monde VUCA. Sur le crafting des invitations, moi, personnellement, donc je suis très en contact avec des collègues, des personnes qui s'appellent les Liberators, Christiane et Barry, Christiane Verwich et Barry Overen.
Tous les deux, ils font énormément de choses dans le domaine des liberating structures et sur Scrum aussi, plein de choses intéressantes. Il y avait un article que je donne les références que j'ai trouvé très intéressant sur l'écriture des invitations, comment on libelle, là cette fois-ci, le texte de l'invitation, le côté, voilà. Donc, c'est ça que j'ai essayé de synthétiser. Une invitation, pour qu'elle soit vraiment puissante, bon, déjà, il ne faut pas de jugement, d'accord? Il faut qu'elle ouvre des pistes de réflexion aussi. C'est vraiment ces deux éléments qui sont essentiels pour l'écriture d'une invitation. La dose d'ambiguïté est un peu plus difficile à comprendre, hein. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'elle soit spécifiquement ambiguë. Alors, c'est super. C'est-à-dire qu'on parle de problèmes spécifiques, mais on ne va pas donner une quelconque orientation sur une solution. Voilà. Il faut que ça reste suffisamment ambigu de ce point de vue-là pour que les gens puissent explorer. J'ai pris un exemple que j'ai tiré, que j'ai refait un petit peu, c'est qu'est-ce que vous devez arrêter de faire pour enrichir vos relations avec le business. Donc là, on est vraiment sur un problème spécifique, mais on reste on est ambigu on parle même pas de la solution, et on dit juste enrichir. Enrichir, c'est très ambigu, ça n'apporte pas de solution, de mon point de vue. Peut-être que je l'ai mal libellé, mais enfin, c'est pour essayer de vous faire comprendre comment ça peut quelle est la manière de l'écrire. Un deuxième élément essentiel aussi, c'est l'abstraction. Donc, elle doit être légèrement abstraite, d'accord? Parce que ça va permettre que tout un chacun arrive avec son bagage d'expérience et puisse collaborer ensemble et faire ce qu'on appelle l'intelligence collective, l'intelligence du groupe, puisse vraiment se manifester, parce que justement, ça va tirer des éléments différents dans chacune des personnes. Imaginons que vous êtes à un séminaire, et dans ce séminaire, il y a des managers comme des non-managers, et que l'invitation, c'est quelle est votre expérience pour avoir un impact sur une équipe sans en faire partie. Évidemment, les managers qui sont un petit peu dans le mode agile vont avoir une expérience différente du manager qui est en command control dans son équipe. Voilà. Et pareil, quelqu'un qui est dans une équipe et qui veut travailler avec une autre équipe, eh bien, va avoir un autre type d'expérience. Surtout si, par exemple, il travaille avec des DevOps ou il travaille avec des testeurs, etc. Donc voilà ces 4 éléments pour l'écriture des invitations. Et enfin, quelque chose aussi pour moi que je trouve que je tiens à cœur et sur lequel j'étais pas d'accord, Daniel Mézic et moi-même, nous n'étions pas d'accord au départ, parce que Daniel avait un côté, inviting leadership, c'est moi qui l'ai écrit, machin, et liberating structure, c'est quelque chose qui est fait par d'autres et qui en plus ont une licence qui est free to use, n'est pas free to sell. Donc du coup, en tant que bon Américain, il était un peu en bis-bis avec l'approche. Et là-dessus, on a eu des discussions là. Et pour moi, ce que je voulais lui dire, c'est que pour moi, c'est free to use. Donc, du coup, on peut l'utiliser comme on veut. Le 1, 2, 4 rôles, c'est un moyen pour, déjà, en tant que facilitateur, pour les participants, pour l'organisation dans laquelle on travaille, de faire ça de façon avec des groupes petits, comme des groupes qui deviennent de plus en plus grands. C'est montrer afin que les gens puissent adhérer. Moi, j'aime bien cette phrase, c'est que on ne peut pas demander à quelqu'un de comprendre tel ou tel concept, même le leadership d'invitation, s'il n'a pas lui-même vécu quelque chose qui va lui permettre de le mettre sur la voie. Donc, quelque part, si on voudrait faire du leadership d'invitation grâce aux travaux de Daniel Mézic avec Open Space Agility, puisqu'il est aussi l'auteur d'Open Space Agility, c'est quand même un gros framework. Se lancer dans ce truc-là, batailler avec ses responsables pour pouvoir obtenir les crédits qu'il faut pour pouvoir se lancer dans ce truc-là, ça risque d'être un travail à long cours qui va lui prendre, sur lequel il va échouer. Et si, par hasard, on lui donne la possibilité de se lancer, eh bien, il va avoir 2 effets. D'abord, lui, est-ce qu'il a les bonnes compétences pour pouvoir gérer ça?
en termes d'écriture, de création d'environnement, monter l'événement, animer ça, ou aider à trouver des bons animateurs, etc., etc. Et puis, il va avoir des gens, des participants qui seront perdus parce que ça sera la première fois qu'ils le feront et que dans leur culture de l'entreprise, ça va être totalement à 90 degrés. Donc, l'idée des liberating structures, c'est comme dirait un ami coach avec qui je travaillais il y a quelques temps, c'est d'être comme un virus et petit à petit faire passer la possibilité qu'il y a d'autres comportements, d'autres croyances et faire évoluer les choses. Et donc ça tombe bien parce que Open Space Technology, qui fait partie, qui est, je dirais, la base de Open Space Agility, a été repackagé dans les liberating structures. Raison aussi pourquoi Daniel Mesic est peut-être un peu en bisbis là-dessus, parce que c'est reprise d'un travail conjoint avec Owen, je ne me rappelle plus de son nom. Voilà, et donc il a... voilà. Du coup, on peut petit à petit, grâce aux liberating structures, monter en compétence d'une structure très simple vers quelque chose de bien plus élaboré comme un Open Space Technology, qui peut être sur une demi-journée et ensuite sur plusieurs jours éventuellement, au fur et à mesure que l'entreprise et les organisateurs et les leaders avec un grand L commencent à adhérer au truc. Et là, on va dire, on scale d'abord cette capacité-là avant de se lancer dans un process et un outil comme Open Space Agility. Voilà. Donc j'arrive, donc c'est la fin de ma présentation et donc je vous dis après vous pouvez en faire plein de choses avec ça à partir de moment où vous avez compris un petit peu l'intérêt du leadership d'invitation, en quoi ça peut servir, quel est l'intérêt de l'invitation, que vous preniez ce sujet comme un sujet tout à fait simple et sur lequel vous pouvez faire monter en compétences et monter vous-même en compétences et répandre ça au sein de vos entreprises. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, tout à fait. On a une question que nous a posée Sébastien à propos de la rédaction des Crafting Powerful Invitations. Est-ce que la culture d'entreprise peut être un frein et au moins est-ce qu'elle doit être prise en compte dans leur rédaction? Oui, oui, tout à fait. Il y a un élément essentiel que je mettrai sur la table, et ça pour toute personne qui voudrait se lancer là-dedans, c'est de bien s'assurer on a la psychologie safety, vous savez, le côté safety. Est-ce qu'on peut parler librement? Est-ce qu'on peut s'exposer en parlant d'un projet sur lequel on voudrait faire? Parce que vous savez, si jamais, par exemple, moi, je me retrouve dans un open space et que j'ai un projet qui me tient à cœur au sein de mon entreprise et que j'en parle et que derrière, j'entends des rumeurs ou des choses qui disent, ou que, enfin voilà, je me sens discrédité ou en tout cas personne ne m'a vraiment écouté, eh bien, ça va me faire beaucoup plus de mal qu'autre chose. C'est l'histoire de l'espoir. Si on se donne de l'espoir, ça peut être très difficile. Pour un condamné à mort, ça peut être très, très difficile. Donc, ouais, on va pas aller jusque-là. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que la culture de l'entreprise ça doit être très important. Et c'est pour ça que je dirais qu'il faut y aller mollo. Il faut d'abord montrer, simplement, sans en parler, sans dire je fais une liberating structure, je fais une invitation ou quoi que ce soit. Pratiquer la chose et montrer son efficacité. Et petit à petit, les gens vont être séduits. Il faut parler leur langage et les amener petit à petit vers ce nouveau langage. Il faut les tirer vers. Voilà. Eh bien, écoute, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Voilà, donc je vous présente simplement les références sur lesquelles je me suis appuyé pendant pour préparer cette conférence. Donc, le livre de Daniel Mesic, vous trouverez toutes les informations sur Inviting Leadership et son livre ici. Daniel est un traîneur, je veux dire, il fait un formateur qui fait beaucoup de choses. C'est très facile de pouvoir le contacter et ensuite de participer à ces formations qui sont en général pas excessivement chères.
Ensuite, ben voilà, j'ai donné le lien de Crafting Powerful Invitation de Christiane. Je vous invite à aller voir le principe des liberating structures, parce que dans les principes des liberating structures, vous avez l'environnement lui-même. C'est-à-dire, est-ce que j'ai la bonne salle, j'ai le bon timing, j'ai les bonnes personnes, parce que ça aussi, hein, c'est vraiment essentiel. Voilà. Est-ce que voilà, donc il y a tout un tas d'éléments, il y en a 5, là je les ai pas tous en tête, mais en tout cas c'est très important de voir à la fois les principes et les éléments structurants pour faire, avant de faire une liberating structure. C'est vraiment très intéressant. Je vous invite à aller voir aussi Open Space Agility, et puis j'ai fait un lien sur une série webinar YouTube qu'a fait Daniel avec Owen, je ne me rappelle plus son nom, de son prénom peut-être, et qui est le créateur d'Open Space Technology. Voilà, et sur lequel vous pouvez avoir tout un tas de détails. Voilà. Donc pour moi, c'est bon, je suis 13h28 dans les clous. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, s'il n'y en a pas, ben, moi j'ai été très très content de faire cette conférence. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous apportera quelque chose. On partagera évidemment les slides et j'imagine qu'on aura aussi l'enregistrement à disposition. Voilà. Et du coup, bah. Eh bien, merci à tous d'avoir participé, merci à tous de vous être prêtés au jeu sur les tables et d'avoir interagi avec le présentateur. C'était une belle expérience. Merci à tous. Merci. Toutes les questions ont été lues. Ouais, toutes les questions ont été traitées. Ah, je vois qu'il y en a 2 qui viennent d'arriver. Ah là 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 là. Je reviens sur scène. Non, c'était pour dire merci. Et c'était un plusoiement sur la question sur les invitations. Ok, très bien. Donc, de toute façon, il reste à peu près un quart d'heure. Je ne sais pas si vous partez tout de suite, Philippe et Maxime, ou si les gens qui veulent interagir avec vous peuvent le faire voilà. Pendant le quart d'heure qui reste. Ouais, on peut éventuellement revenir en mode table, et puis ceux qui veulent, je sais pas, me font signe, et puis on discute en direct. C'était effectivement mon invitation. Ah, top. J'accepte.